Un, deux, bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être toujours là pour cette deuxième journée de Territoire Adidouman. Encore très heureux de vous accompagner et d'être là après tout ce qu'on a pu faire ensemble hier, à la fois les tables rondes, l'émission que j'ai pu faire sur BFM Business. Donc très heureux de vous accompagner encore ce matin. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués par rapport à la petite soirée qu'il y a eu hier, pour ceux qui y étaient en tout cas, ça va? Bon, tout va bien, en pleine forme. Bon. Le déroulé de cette matinée, Michel Godot-Pacini viendra tout à l'heure pour conclure en fait cette deuxième édition des Territoires Adidouman. Ensuite, donc restez jusqu'à cette conclusion, puisque après il y aura un buffet déjeunatoire qui sera à l'endroit où vous avez bu un café tout à l'heure, tout comme hier. Donc voilà, restez avec nous. Mais dans l'immédiat, puisqu'il est un petit peu plus de 10h30, on va attaquer notre troisième table ronde pour éviter... Alors, évidemment, hier, on a beaucoup parlé des infrastructures, de la résilience, du très haut débit, qu'elle soit en fibre optique, en 4G, en 5G. Aujourd'hui, on va parler de ce qui passe en fait dans les tuyaux. L'Internet, comment lui donner du sens? Comment aussi peut-il augmenter un territoire, et notamment la Corse? C'est le thème donc de cette troisième table ronde, et pour animer, présenter cette table ronde, j'accueille Jean-Luc Salaberry, qui est le chef du département du numérique de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Bonjour Jean-Luc et bienvenue. Installez-vous et vous, bien sûr, vous allez pouvoir débattre avec Stéphane Lelux, qui est vice-président d'Infranum, que nous invitons aussi à nous rejoindre sur scène. Nicolas Andrei, qui est le directeur général délégué de la Société informatique et technologique Corse, la CITEC, qui était d'ailleurs mon invité hier dans Tech & Co. Éric Ferrari, qui est le directeur de la transformation et de l'aménagement numérique de la collectivité de Corse. Séverine Reynaud, vice-présidente en charge du numérique du conseil départemental de la Loire. Bienvenue, Séverine. Où est Séverine? Ah, ben voilà. Posez votre sac, vous avez bien raison. Et enfin, Cyril Luneau, qui est le directeur des relations avec les collectivités d'Orange. Messieurs, dames, installez-vous. Et Jean-Luc, on vous écoute avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, merci. Bienvenue pour cette matinée studieuse avec une table ronde qui va aborder la résilience du territoire corse, notamment à partir d'expériences que vous pouvez les uns et les autres avoir. Résilience du territoire corse qui peut se décliner peut-être dans ce débat sous plusieurs angles d'attaque. Bien sûr, la gestion des données qui sont utilisées par les citoyens, les collectivités, les entreprises. Il peut y avoir aussi la gouvernance de cette résilience. Il peut aussi y avoir l'inclusion numérique, puisque le principe de la résilience, c'est d'intégrer évidemment les usagers au plus près des situations qu'il faut gérer. Donc, ces sous-thèmes qui déterminent finalement un thème principal, qui est celui de la résilience par rapport aux problèmes climatiques, aux intempéries, à des situations de crise. Je rappelle que encore ce matin, la Martinique subit une tempête avec plus de 150 km/h. Ils s'attendent à avoir des morts. Donc c'est des situations qui sont de plus en plus fréquentes sur notre territoire, sur nos territoires. Et je pense que c'était le cas de la Corse l'an dernier. Ça a été évoqué hier à plusieurs reprises. Je crois qu'il faut vraiment finalement s'adapter à ces situations. Et en quoi finalement le numérique peut apporter construire cette résilience pour ce territoire, ça me semble très important. On va commencer évidemment par la Corse. Éric, tu as évidemment une vision assez précise de ce qui... Forcément, tu es d'ici, tu le vois au quotidien, c'est ton activité. Comment tu vois cette résilience à construire pour le territoire de Corse? Alors, la question de cette résilience en Corse, elle se pose quand on regarde un peu, comme le disait le président hier, le contexte un peu géopolitique
politique de la Corse. D'abord, c'est une île montagne, c'est une île qui est au cœur de la Méditerranée, et c'est une île qui est soumise aux aléas climatiques et du changement climatique qu'on perçoit tous les jours d'ailleurs, et qui vont changer un peu le contexte dans lequel on aborde le numérique, pour faire du numérique une des conditions de la résilience des territoires. D'autant qu'en Corse, nous avons un contexte qui est un peu particulier en termes de démographie. On a 2 agglomérations, Ajaccio et Bastia, qui finalement offrent les services de proximité dont on a besoin. Et puis, dès qu'on s'éloigne de ces agglomérations, on a plus de distance avec les services, moins de proximité, des déserts médicaux, des territoires qui sont peu peuplés, les personnes âgées et des conditions aussi de vulnérabilité qui sont parfois plus prégnantes que dans les 2 grandes agglomérations de Bastia et d'Ajaccio, notamment vis-à-vis des incendies, vis-à-vis de l'alimentation en électricité et des réseaux. Et donc, par rapport à ça, nous avons pensé qu'il était important de penser le développement numérique de l'île en intégrant les territoires, quels qu'ils soient, que ce soit les territoires urbains et de développement, dirons-nous, Bastia et Ajaccio, comme ceux plus ruraux. Et pour ça, nous pensons que le numérique est un facteur qui permet la résilience de ces territoires pour anticiper les crises. On en parlait hier, l'idée c'est de pouvoir donner à ces territoires les moyens de la résilience, c'est-à-dire d'anticiper les crises, de réagir face à ça, et à la clé de tout ça, il y a la donnée et la façon donc de pouvoir gérer la donnée. Et là, il y a eu quelques expériences qui ont été menées, on pourra en parler, de smart territoires, notamment sur Cozzano. Il y a eu un PETR qui avait fait son schéma directeur numérique pour penser le numérique au service de la résilience de ces populations. Et là, il y a un problème de taille critique qu'il faut prendre en compte, et nous pensons qu'en apportant l'ingénierie nécessaire pour assister les territoires dans le déploiement des services, on trouvera la clé de la réussite de cette résilience. On ne pourra pas envisager que chaque territoire agisse seul, sans un appui technique, parce que chaque territoire, même le plus gros, n'a pas la taille critique pour pouvoir relever les enjeux qui se posent à nous-mêmes. Et nous n'avons qu'un seul choix finalement, c'est la mise en commun et le collectif pour pouvoir apporter les services de demain à la Corse. Oui, mais alors, une petite question quand même pour préciser ce thème-là, puisque c'est un thème qui concerne beaucoup les collectivités territoriales et pas que celles de Corse. Pour organiser justement cette solidarité, quelle articulation entre la collectivité territoriale de Corse et les autres collectivités pour pouvoir finalement mettre en œuvre cette résilience ? Plusieurs exemples. D'abord, les projets structurants, nous pensons qu'ils doivent relever de la collectivité de Corse. Projets structurants en matière de très haut débit, on en a parlé. Projets structurants en matière de déploiement de la téléphonie mobile, par exemple. Donc là, nous investissons. Et ensuite, nous devons fournir des couches de services qui permettent au territoire de mutualiser, j'entends, c'est ce qui a été écrit dans le SDAN d'ailleurs, qui permettent au territoire de trouver les briques qui leur permettent de construire leur propre résilience par rapport à leurs besoins spécifiques. Et donc, nous engageons à ce que chaque territoire réfléchisse sur son Smarties, c'est-à-dire sur la façon d'intégrer le schéma directeur territorial comme une composante de son développement en choisissant dans ce schéma directeur, quelles sont les actions qui, pour le territoire, sont les plus précises. Je prendrai un exemple. Un territoire qui veut assurer la gestion de son eau et de son approvisionnement en eau, il pourra se polariser sur une question de capteur d'eau, mais pour autant, la collectivité va lui fournir l'infrastructure régionale
pour accueillir ces microcapteurs au sein d'un réseau et d'un hyperviseur de réseau qui lui permettra ainsi de répondre à ses besoins et de faire au niveau territorial une agrégation de données qui donne une visibilité à l'échelle de la Corse. On peut prendre d'autres exemples, c'est accompagner des territoires aussi dans des POC, donc des projets pilotes qui leur permettent ensuite, en leur demandant, c'est ce qui va être fait dans le cadre du FEDER, en leur demandant qu'à partir du financement qu'ils auront obtenu, le modèle qu'ils mettront en œuvre soit un modèle qui puisse être reproduit et mis à l'échelle d'autres territoires. Et tout ça implique que nous ayons des structures mutualisées, un data center régional, on pourra en parler tout à l'heure, et un socle d'infrastructures de services qui puisse répondre à ce type de besoins spécifiques de chaque territoire, dans lequel la gouvernance sera exercée par le territoire en coordination avec la collectivité. Donc la collectivité est apporteur d'ingénierie et d'accompagnement en termes de socle de services. C'est un beau projet, merci Eric. On va faire un saut de puce, presque à l'échelle de la planète, et aller dans la Loire, un département évidemment qui est lui aussi soumis à des intempéries, et ça arrive assez fréquemment. Donc Séverine, quid de la Loire en matière de résilience du territoire et du numérique pour la résilience territoriale? Est-ce qu'on peut faire un parallèle un petit peu avec la Corse et puis peut-être une présentation plus large? D'ailleurs, je crois qu'il y a une présentation, un PowerPoint, s'il vous plaît. Oui, alors bien sûr, on peut faire un... Donc, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Oui, effectivement, quand j'écoute Eric, il y a un parallèle évident. Je pense qu'on se pose tous les mêmes questions. Et alors nous, on est vraiment parti du SDAN, hein, c'est le schéma qui dirige tout. Le département, il est aménageur, il est chef de file en matière d'aménagement numérique. C'est le conseil départemental qui est leader sur ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'il fait tout. Ça veut dire, un petit peu comme la collectivité de Corse, il est des fois animateur et des fois il fait. Et ce schéma, alors j'ai entendu hier que vous avez fait un schéma sur 10 ans. Nous, c'est tous les 3 ans en fait, qu'on le révise. On vient de le réviser là, en 2022. Et c'est vraiment la base de ce qu'on met en place. Alors, la Loire, c'est un peu similaire à la Corse, sauf qu'on n'a pas la mer. Mais effectivement, on a des intempéries, on a des inondations, on a de la grêle. Voilà, donc je pense que maintenant, il n'y a pas un territoire qui peut dire « ça ne m'arrivera pas ». Je pense que c'est quelque chose qui est à prendre en compte par tout le monde. En fait, le territoire de la Loire, donc, il a 2 RIP. Il est un peu particulier. Il a un RIP première génération dont on est le délégant, le département, qui a été lancé en 2005 pour 20 ans, donc qui arrive à terme en 2025, mi-2025, et qui a été mis en place pour fibrer les zones d'activité de la Loire et les entreprises. Et en parallèle, on a le syndicat d'énergie de la Loire, donc le Ciel, qui lui a créé le RIP 2, donc il en est le délégant, c'est en affermage alors que nous on est en concession, et qui a déployé le FTTH. Et donc la fin du déploiement sur les zones RIP, c'est mars 2020. Donc on est en avance sur le déploiement. Sur les zones RIP, sur les zones AMI, on est pas mal, c'est Orange qui déploie. Mais ce n'est pas terminé sur les zones AMI. Donc on a commencé à travailler les services et usages il y a déjà quelques temps, et toujours en se posant la question de pour qui, pourquoi. Et la Loire, c'est 323 communes, c'est beaucoup de ruralité, beaucoup de petites communes, des communes de taille moyenne. La plus grosse ville, c'est Saint-Étienne, je crois qu'il y a 100 000 habitants sur Saint-Étienne, ce n'est pas non plus énorme. Donc il y a effectivement des parallèles avec la Corse. Il y a des montagnes, c'est très vallonné, il y a du relief. Il n'y a pas la mer quand même. Hein. Non, il n'y a pas la mer. Je sais, ne me le rappelez pas. Donc on a à travers ce schéma, et on est une collectivité qui investissons beaucoup auprès des collectivités. On investit 160 millions là sur ce mandat auprès des communes et des EPCI sur des projets de ces communes. On les accompagne beaucoup financièrement sur les solidarités territoriales et donc sur l'aménagement numérique. Et on a fait un SDAN en 3 volets. On a en premier donc les infrastructures qu'on a depuis le début, on a les services et usages, et on a rajouté la médiation.
parce que l'inclusion numérique, elle est essentielle, il faut la professionnaliser. Et donc, on a sorti des enjeux et qu'on a travaillé avec le territoire. On est allé, c'est là où on est animateur, c'est-à-dire qu'on a organisé des ateliers, des rencontres avec le territoire, et on a des petites communes de 500 habitants qui participent, qui n'ont pas les ressources en interne pour savoir ce qu'il faut faire. Ils sentent qu'il y a quelque chose à faire, mais ils ne savent pas quoi, donc on travaille avec eux et on est au plus près de leurs besoins. Et dans ce schéma, on a identifié plusieurs enjeux forts, dont la cybersécurité. Parce que, alors on la travaille bien sûr à l'échelle de la collectivité, mais comment on aide les petites communes qui vont être le maillon faible de ces cyberattaques, quelque part, parce que c'est le tiers de confiance qui envoie des mails un peu à tout le monde, à la préfecture, au département, etc., qui peut être la faille. Et puis on a aussi identifié bien sûr le numérique responsable, c'est une chose qu'il n'y avait pas dans l'ancienne version du SDAN, et les territoires connectés, notamment les GFU, les data centers, c'est des vrais sujets, je pense qu'on se pose tous les mêmes. Donc sur la cybersécurité, on a en fait dans la Loire une start-up qui s'appelle Serenicity, qui est une petite pépite, et qui a mis au point un appareil qui s'appelle le Detoxio et qui filtre en fait les IP louches et les IP toxiques et qui les bloque. Ça se place en général en amont des systèmes d'information derrière le firewall. Et on voulait quelque chose de simple pour les élus et pour les services. Et c'est la cybermétéo, c'est-à-dire que sur une application ou sur un ordinateur, on a la météo. Si vous avez du soleil, c'est que tout va bien. Si les tornades, c'est que là, vous êtes vraiment attaqué. Et on a mis un observatoire en parallèle qui nous permet de voir le type d'attaque que subissent les collectivités parce qu'on peut les déterminer. Et on a lancé cette expérimentation en avril 2022 sur 24 communes de la Loire qui étaient volontaires pour rentrer. Donc on finance, nous, département. Et vous voyez les chiffres, ils sont quand même assez élogieux. Au 1er juin, on avait 302 000 connexions toxiques bloquées. Et on s'est rendu compte sur les derniers 3 mois qu'on avait plus 126 000 attaques par rapport à la même population, sur le même échantillon que précédemment. Donc c'est vraiment un sujet qui est important. Et donc on a 96 communes qui sont complètement concernées. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y a des communes qui nous ont dit, notamment Saint-Chamond, qui est une commune, c'est la deuxième ville du département, qui a 35 000 habitants. Nous, on est bien équipés, etc. Mais ils sont quand même rentrés dans l'expérimentation. Et puis, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des failles, comme les autres. Des fois, c'est des mises à jour de firewall. Des fois, c'est d'autres choses. On a constaté pas mal de fuites d'état civil. Et ça, c'est la responsabilité des maires, quelque part. Alors, la donnée, on sait aujourd'hui, on en parle, elle a une valeur. Elle peut être revendue sur le darknet. Donc, il y a une vraie... il y a vraiment une prise en compte, une prise de conscience à faire de la part des maires. Et donc, voilà, on a mis cette expérimentation. En parallèle, on a été lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt de l'ANSSI. Et depuis avril, on va le déployer sur l'ensemble des 323 communes de la Loire qui veulent bien sûr participer. Ce n'est pas une obligation. Et donc, c'est financé, c'est gratuit pour eux pendant 3 ans. C'est financement ANSSI et département. Donc, on peut passer peut-être... je ne sais pas, ça pète, moi. Voilà. En parallèle, on parlait d'inclusion tout à l'heure. C'est aussi une affaire humaine, la cybersécurité. C'est comment on fait monter en compétence les gens. Dans les communes, par rapport à cette expérimentation, soit les élus ou les agents, on a un conseiller numérique, on en a 45 dans la Loire, et dont un au département qui est vraiment dédié à ce sujet-là et qui accompagne les communes sur des ateliers, des serious games, etc., et qui les fait monter en compétences. Mais c'est aussi, sur la partie médiation, toute une partie qu'il faut amener à nos publics fragiles, à qui on va apprendre l'outil. On ne peut pas leur apprendre l'outil sans leur parler de la cybersécurité, et notamment des 12 recommandations de l'ANSSI, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie, on peut passer à la slide suivante. Donc le SDAN, dont voilà. Le SDAN, donc le deuxième sujet, si j'ai le temps de le présenter, c'est un peu comme Porto Vecchio, on est lauréat aussi du PIA 4. Et on l'a travaillé comme eux en consortium, donc avec 3 ambitions qui étaient déjà une de conserver l'avance du territoire, accompagner le développement de nouvelles offres et puis organiser la pérennisation du numérique en territoire ligérien. Et donc on a dans ce SDAN établi 16 fiches actions, dont une est la construction du territoire intelligent, d'où le PIA 4. Et le PIA 4,
On est parti de l'humain. C'est la question que moi, en tant qu'élu, je me pose toujours. C'est le numérique, oui, mais pour qui, pourquoi? Et comme on a les solidarités humaines, on s'est dit, dans la Loire, on est un territoire très vieillissant. On n'est pas un territoire très riche. Donc on a des gens de revenus moyens, voire faibles. Et on voulait aller sur ces publics-là. Comment les objets connectés assistent le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes dans le champ du handicap. Et comment, dans le logement social, on peut les aider à gérer leur facture énergétique, à améliorer ça pour eux, parce qu'ils perdent du pouvoir d'achat, hein, on le sait tous, on en perd tous d'ailleurs. Et l'eau, les fluides. Donc on a fait un consortium, je crois que c'est la slide suivante, elle est sensible, en triple hélice, donc avec le syndicat, le Ciel, qui lui nous déploie, est en train de finir de déployer un réseau bas débit LoRa à l'échelle publique, hein, à l'échelle du département, et avec lequel on a mené plein d'expérimentations qu'on va passer à l'échelle aujourd'hui. Loire Habitat, parce que c'est le bailleur social départemental et c'est sur son patrimoine qu'on va faire ce projet sur 150 logements, donc résidence autonomie, collectif et maisons individuelles. Télécom Saint-Étienne en partenariat donc avec les mines Saint-Étienne qui nous font tout ce qui est recherche et développement. L'IRUP aussi qui va nous faire tout ce qui est innovation sociale. Et puis on a deux sociétés, URBS qui est une start-up ligérienne, c'est des ingénieurs issus de l'école des mines, qui nous ont déjà créé la plateforme IMOP, donc une plateforme territoire, sur l'évaluation énergétique de chaque bâtiment ligérien, la vacance. Donc c'est une vraie aide à la décision politique pour les élus. Et la société Carnot, qui n'est pas ligérienne, mais qui nous a semblé très intéressante, puisqu'ils font en fait du calcul déporté. Ils font des radiateurs chauffage et des chaudières numériques. Donc vous imaginez la puissance de calcul qui va générer de la chaleur. Vous la délocalisez dans un radiateur. Donc chez vous, vous avez un radiateur qui est un ordinateur. Et cette chaleur va être récupérée pour chauffer le logement et votre ballon d'eau chaude. Donc c'est la partie durable du projet. Voilà. Donc beaucoup de projets. Effectivement, le thème. Et c'est la création, juste, je termine, excuse-moi, c'est l'hyperviseur derrière. Hein. Moi, j'ai parlé de la partie humaine du projet, mais bien sûr, c'est la création de cet hyperviseur au service des collectivités et avec tous les services qu'on pourra amener aux collectivités, remonter des briques dans cet hyperviseur. Voilà. Là, on voit effectivement deux grands types de résilience. On évoque souvent le climat auquel il faut s'adapter, mais il y a aussi les cyberattaques. Donc ça, c'est un choix effectivement de sécuriser l'ensemble du SI et des services numériques du département vis-à-vis des citoyens, parce qu'ils ont besoin d'une certaine confiance dans la systémique. Hein. Donc la cybersécurité est un élément effectivement de lutte pour cette résilience, cette forme de résilience. Et puis il y a celle de la résilience aussi des anciens, hein, que vous accompagnez, effectivement, qui est un élément. Et donc on imagine bien que dans des situations de crise, climat plus attaque cybersécurité, il faut absolument que ça tienne. Parce que s'il y a des personnes qui sont dans les zones rurales, qui dépendent en matière d'information, de suivi, d'accompagnement, finalement, qui dépendent de ce système numérique, ça nécessite véritablement d'avoir cette priorisation. On va dire, il faut que l'outil numérique tienne la route, quoi, véritablement. Voilà. Alors, parmi les façons de faire, on a vu deux collectivités, la collectivité de Corse, le département de la Loire, mais il y a aussi des structures de mutualisation qui travaillent sur ce sujet. Et Nicolas me voit venir. Voilà, le CITEC est une forme de structure de mutualisation et d'accompagnement au numérique pour les collectivités territoriales, mais pas que. Je vous laisse présenter votre activité et voir dans quelle mesure ces structures sont aussi des structures d'accompagnement à la résilience. Oui, bonjour à tous, merci. Donc, en effet, nous sommes une société d'économie mixte, donc la particularité quand même d'avoir un actionnariat public et privé, et la collectivité de Corse est notre actionnaire majoritaire. Donc, juste quelques mots sur la CITEC et sur notre positionnement. Aujourd'hui, nous, on s'inscrit véritablement au cœur
du système numérique en Corse et de l'écosystème. Et notre but, c'est d'être une plateforme technique qui permet d'accompagner notamment les politiques locales et les sujets que l'on vient d'attendre là, qui sont pour nous très importants. Au niveau de nos métiers, notre activité, alors nous avons d'abord une activité d'informatique industrielle. Donc ça, c'est un petit peu à part. Ça ne se repose pas sur des data centers, chose que nous faisons par ailleurs. Mais en tout cas, quand on parle de résilience des territoires, c'est important puisque ça, ce sont des automates qui sont programmés et qui sont maintenus en conditions opérationnelles dans toutes les infrastructures de l'île et les infrastructures critiques, les OTI, les OIV, ce genre de choses. Par ailleurs, nous sommes propriétaires de 2 data centers qui sont les deux seuls centres de données sur l'île, un à Bastia et un à Ajaccio. Et nous avons une offre de services sur la base de ces data centers que l'on décline sous la forme d'un cloud privé, je dirais. Et c'est le créneau des data centers de proximité. Et ça, les data centers de proximité, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est véritablement porteur. Je crois qu'il y en a près de 300 en France. Donc, ce n'est pas de définition véritable du data center de proximité, mais on peut facilement l'intuiter. Et donc, nous, notre valeur ajoutée, c'est d'être présent sur le territoire et de proposer des services avec de l'accompagnement. Donc, on fait ça à la fois pour les acteurs publics. Donc aujourd'hui, à la CITEC, on accompagne près de 300 collectivités en Corse. Donc ça va de la plus petite à la plus grande. Et on a une offre de services adaptée. Voilà. Donc nous, notre savoir-faire, je discutais tout à l'heure avec un maire, c'est véritablement d'être au plus près de ces acteurs. Et donc avec la CITEC, ils ont un interlocuteur qui peut les former, qui peut les accompagner sur les métiers, parce qu'on se doute que les petites communes n'ont pas les compétences pour faire aujourd'hui elles-mêmes leur transformation numérique. Quand on voit qu'il y a des sujets de dématérialisation, de signature électronique, de gestion financière, de ressources humaines, de marché public et que sais-je, on pense bien que la petite commune du rural, qui est quand même une grande partie du territoire en Corse, n'a pas les personnels capables de gérer tous ces sujets. Donc nous, véritablement, on œuvre, on pense, pour l'intérêt général. Voilà, on dit que la CITEC, elle s'appuie sur l'intérêt général, la souveraineté locale et l'innovation. Et je pense qu'en ce sens, c'est véritablement notre valeur ajoutée. Donc là, aujourd'hui, on parle résilience des territoires. Donc nous, on a 2 data centers. Donc ça nous permet d'adresser une des problématiques qui est aujourd'hui très en vogue, c'est la souveraineté des données. Donc bon, il faut faire la différence, je pense, entre ce qu'on appelle les data centers souverains et les data centers de confiance. Hein. Data centers de confiance, ce sont des process censés être transparents qui vous expliquent comment sont gérées les données que vous leur confiez. Data center souverain, c'est data center sur lequel on a complètement la main et la maîtrise. Voilà. Donc aujourd'hui, pour le monde privé, ces data centers, ils permettent d'accompagner un certain nombre d'acteurs pour le développement économique, ça c'est une chose. Et pour le monde du public, je l'ai dit tout à l'heure, ça nous permet d'avoir une assise et d'avoir ici en Corse, dans des petits data centers qui font tout comme les grands, qui sont ISO 27001, qui sont Tier 3, de pouvoir héberger les données. Et alors, il faut toujours être très modeste quand on parle de cybersécurité, d'hébergement et de résilience à ce niveau-là. Mais en tout cas, nous, on fait tout notre possible pour que ce soit fait dans les meilleures conditions. Voilà. Et puis, autre chose également, avec le SDTAN qui a été voté l'année dernière à l'Assemblée de Corse, nous, la CITEC, on a participé modestement au comité de pilotage voilà, et pour essayer de concert de voir un peu dans quel domaine la CITEC pouvait justement être une des briques du socle d'infrastructure qui servirait à tous ces usages et à la résilience du territoire. Donc, bon, il y en a plusieurs qui ont été identifiés. On l'a dit, hein, l'intérêt général avec tous ces services aux collectivités, mais également des démarches que nous avons déjà entreprises et qui sont arrivées à leur terme, c'est-à-dire qu'on est hébergeur de données de santé. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important et qui est un peu révélateur de ce que peut être la CITEC au service du territoire. C'est-à-dire qu'on a été certifié ISO 27001 et hébergeur de données de santé, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes la plateforme territoriale d'hébergement des données de santé de la Corse. Et donc, les données de santé de la Corse peuvent potentiellement être, dans leur totalité, on pourrait dire, hébergées en Corse.
Et tout ça, on pourrait le décliner dans plein d'autres domaines, dans le monde des collectivités, les données financières, l'archivage des données patrimoniales, voilà, et la pérennité de ces données. Voilà, c'est très important. Et un dernier point qui me semble intéressant d'évoquer, on a parlé de l'IoT, des réseaux LoRa. Donc nous, on a participé, Eric en a dit un petit mot tout à l'heure, au projet qui a eu lieu à Côte-Sanne, qui était un projet expérimental, porté par l'Université de Corse, et dont nous étions partenaires avec le DF en Corse. Et voilà, on a travaillé sur le Smart Paes et le Smart Village. Et donc ça, nous, on a sorti un savoir-faire. Donc aujourd'hui, on sait opérer les réseaux LoRa, on sait déployer des capteurs, on sait intégrer les données dans nos propres data centers et les restituer. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui, demain, je pense, pourra être véritablement structurant pour le territoire. On a fait d'autres petits projets dans certaines communes, notamment dans la gestion de l'eau, et qui donnent des résultats véritablement probants. Donc si demain, il y a un réseau bas débit territorial qui est mis à disposition, on pourra, nous, après, se concentrer véritablement sur les usages et faire des programmes qui sont véritablement sur mesure pour tous ces acteurs. Voilà. Je finirai en disant que nous, ce qui est différenciant, c'est qu'on est capable d'adresser toute la chaîne de valeur. Si on est opérateur réseau, on peut les déployer en réseau. Peut-être qu'il n'y aura plus besoin demain. Déployer les capteurs, récupérer les données, les restituer et faire ça dans le monde rural. C'est un peu notre rôle. C'est-à-dire que demain, la petite commune, fût-elle d'Union ou Eric, a un besoin de ce type-là, eh bien, nous, on est capable d'aller et de répondre à sa demande, même s'il n'y a pas véritablement d'intérêt financier derrière. J'allais dire, quel bel exemple d'acteur public pour la numérisation des territoires. Mais il n'y a pas que de l'actionnariat public, même si c'est une SEM. Qui sont les acteurs privés de cette SEM ? Alors, les acteurs privés de cette SEM, nous avons comme actionnaire Corsica Linea, qui possède 20% dans la société. Nous avons également, alors c'est notre client actionnaire historique, je dirais, ça date même de la SNCM, hein. C'est depuis la création de la CITEC. Nous avons une société qui s'appelle Indenoy, qui est une société d'investissement d'Oscaro, en fait, qui a 10% de la société. Aircours, qui est une SEM comme nous, qui a 5%. Et la CADEC, qui a également une petite participation, la Caisse de développement économique de la Corse. Voilà. Quand on parle d'intelligence collective, voilà, c'est effectivement... Voilà, donc tout ça est chapeauté par un conseil d'administration, ouais. Tous ces actionnaires y sûr. participent, et donc ça alimente la réflexion. Donc voilà, aligner les politiques publiques avec les compétences et le savoir-faire de SACEM. Voilà. Nous, on pense que c'est important pour le territoire, c'est important pour les administrés, et que véritablement, on aura un rôle à jouer dans les années à venir. C'est sûr, c'est sûr. Merci. Une autre entreprise, est un petit peu plus importante aujourd'hui, qui évidemment rejaillit sur la résilience des territoires, mais sur l'ensemble du territoire national français, et pas que français d'ailleurs, et puis aussi sur la Corse, puisque Orange évidemment est présent en Corse. Cyril, comment vous voyez le positionnement d'Orange, à la fois au niveau national et aussi au niveau corse, dans cette orientation à la résilience des territoires ? Alors, assez simple. Tu as commencé en demandant à Eric, toi qui es d'ici, explique-nous. Alors moi, je ne suis pas d'ici. Enfin si, je suis d'ici les Moulineaux, mais avec une... C'est pas mal. Ouais, mais avec... Voilà. Et le maire est d'ici, absolument. Et donc, au-delà de ça, on a cet ancrage territorial qui nous colle à la peau chez Orange. Et donc, Orange est très présent, comme vous le savez, évidemment, en Corse. Et on se sent vraiment partenaire des collectivités dans l'ensemble de ces programmes. Moi, je voudrais insister sur quelques points. Résilience, tu as commencé, je vais essayer de structurer mon discours un peu comme celui d'Éric au niveau de la Corse. D'abord, la partie réseau. La partie réseau, on s'est aperçu que finalement, il y a eu une discussion à la fois au niveau local sur l'émergence des besoins, la compréhension des besoins et comment on allait ensuite les mettre en œuvre. Et les mettre en œuvre, si on a réussi ce grand plan France très haut débit, c'est aussi qu'on a réussi à industrialiser et à se mettre tous d'accord sur la méthodologie pour réussir.
intéresser les financiers, intéresser les industriels, intéresser les entreprises, pour faire en sorte que ce plan soit cohérent. On voit d'ailleurs que les premières initiatives, on les appelle aujourd'hui les réseaux atypiques, mais qui montrent bien que justement, il fallait se mettre d'accord sur un modèle. Eh bien, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de parler de résilience. Il y a un grand plan, il y a des études qui montrent qu'il faudrait tout enfouir. Je pense que c'est tout sauf ça qu'il faut faire aujourd'hui. Il y a plein de choses qui restent à finaliser, pendant que les autres pays européens sont en train de commencer, nous on commence à finir. Et tout ça pour dire qu'il y a des choses qui sont très simples à faire en termes de sécurisation, notamment des réseaux fixes, sur des sécurisations de boucles, sur des systèmes de délagage qui peuvent permettre d'éviter des épisodes climatiques qui sont compliqués. Et donc tout ça, ça se fait en concertation, ça s'organise et il faut veiller à faire les choses qui ont du bon sens avant de se dire eh bien on est Crésus, on ne l'est pas et on n'y arrivera pas de cette manière-là. Il y a encore quelques sujets à sécuriser sur la fin du déploiement, on l'a dit, et on est tout à fait tous d'accord pour le faire, mais par contre, voilà, soyons raisonnables sur ce qu'il y a à faire. Deuxième volet, c'est en effet, on l'a dit, le numérique est essentiel pour la performance et à tout niveau, que ce soit au niveau des territoires qui ont besoin de comprendre, de diagnostiquer tout ce qui existe sur le territoire, un territoire insulaire bien évidemment, que ce soit au niveau de la transparence de l'action publique, que ce soit au niveau des diagnostics, que ce soit au niveau des arbitrages et de la création de valeur, tout ça on comprend bien, et donc le numérique est une clé essentielle pour réussir. On est tous d'accord avec ça. La seule chose, c'est qu'on a besoin aussi d'avoir des systèmes IoT. Vous avez très bien fini votre présentation en parlant de ce sujet-là. Au niveau de l'IoT, il y a des solutions qui existent. J'ai été interpellé hier sur la partie LoRa. C'est assez simple. On a un réseau public, nous, qu'on déploie pour les besoins de nos clients. Eh bien, on continue à le déployer, on l'administre. Si ce réseau peut correspondre à les attentes de collectivités, pas de souci. Si la collectivité juge qu'il faut intensifier l'effort, le faire d'une manière autre, eh bien, elle fait un appel d'offres, on y répond, on n'y répond pas. Jusqu'à présent, on n'y répond pas. Ça montre bien qu'on n'a pas forcément, nous, Orange, une création de valeur où on croit qu'on a une pérennité sur cette création de valeur au niveau d'une collectivité en déployant du LoRa, mais on se met dans des consortiums avec des partenaires qui le font. Il y a des entreprises qui le font très bien. Et nous, notre valeur ajoutée, elle n'est pas forcément sur ces points-là. Donc, par contre, avoir un réseau LoRa public tel qu'il existe chez Orange et pouvoir être complémentaire à des réseaux privés qui sont développés par les collectivités, aucun souci. On est capable de juxtaposer, de complémentariser les choses, il n'y a aucun problème. Sur le numérique en tant que catalyseur, oui, là encore, on a besoin de modéliser et d'avoir un instrument sur lequel tout le monde s'y retrouve, encore une fois, toute la chaîne. Aujourd'hui, le marché il n'est pas du tout structuré. On a des opérations qui sont lancées à droite, à gauche. On a un DGS qui a plusieurs DGA, qui a ensuite des directeurs de service, des sous-directeurs, etc., des chefs de service. Et chacun lance ses opérations un petit peu partout. Et finalement, on ne sait pas forcément ce qui est déployé, on ne sait pas forcément quels sont les services et quelles sont les données qui sont produites par la collectivité d'une manière directe ou indirecte par ses délégataires, par ses services, par ses prestataires. Et là, je pense que quand on parle de sécurité, par exemple, on ne peut pas sécuriser quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, si vous appelez votre assureur et vous lui dites « je ne sais pas combien j'ai de fenêtres, etc. », vous allez avoir des complications pour assurer. Eh bien, c'est un peu pareil au niveau de la data. C'est un peu pareil au niveau des méthodologies. Il n'y a pas forcément de gouvernance au niveau des collectivités qui sont installées. Et l'échelle n'est pas forcément la bonne. Vous avez très bien expliqué qu'il y a des choses qui se font à l'échelle plutôt de la collectivité territoriale de Corse. Il y a des choses qui se font au niveau communal, au niveau de la ville. Eh bien, je pense que cette dichotomie, il faut bien l'appréhender pour que ça fonctionne. Donc, l'échelle est importante.
Je pense que des structures comme le Ciel sont tout à fait pertinentes pour pouvoir déployer des programmes structurants et sur lesquels les industriels, les acteurs pourront s'y retrouver. Donc, il y a des programmes au niveau national qui sont lancés, que ce soit les TIGA, que ce soit le PIA 4, dont vous avez été lauréat, bravo, les AAP, territoires intelligents et durables, etc. Cœur de ville, petite ville de demain, tout ça est en train de se structurer et qui doit permettre de passer à l'échelle au niveau de toutes ces initiatives qui ont été comprises. On a eu une présentation hier sur ce qui est réalisé sur Ajaccio. Tout ça est excellent. Nous, en tous les cas, Orange, on est en train de se structurer également pour pouvoir répondre à cet appel. Et on le fait avec les collectivités, on ne le fait pas dans un bureau à Issy-les-Moulineaux, on le fait sur le terrain en réfléchissant avec les collectivités. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé par exemple une entité qui s'appelle Hexadon, en joint venture, en société mixte avec la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, pour avoir une gouvernance qui soit la plus ouverte possible. Les solutions que l'on est en train de développer, on les construit à travers des projets de collectivité. Encore une fois, ce n'est pas pensé en vase clos chez nous. Et c'est très important pour que ça soit le plus ouvert possible, réplicable. Attention, quand je vous dis que le marché n'est pas structuré, c'est l'acteur qui gagne le plus de marché, il gagne 6%. C'est celui qui lead aujourd'hui ce marché des smart territoires, eh bien, il a à peu près 6% de valeur. Et après, le deuxième est assez loin. Donc, ce qui montre bien qu'on a besoin d'avoir des sociétés et des acteurs qui vont entraîner tous les autres, qui vont être accueillants aussi, avec des solutions locales qui doivent être également intégrées. C'est tout ça qu'on est en train de faire au niveau d'Orange, et on a une ambition importante pour le réaliser. Alors, je fais le lien un petit peu avec les travaux de la Loire, et puis cet aspect plateforme dans tous ces projets numériques. C'est l'année de la transposition de la directive NIS 2, qui est une directive européenne qui impose à un certain nombre d'acteurs dans toute l'Europe, des entités publiques ou privées, d'avoir, on va dire, un package cybersécurité minimum pour inspirer confiance vis-à-vis des actions que ces entités mènent dans les territoires, qu'elles soient des entreprises, des services publics, des associations ou autres. Ça cible, et c'est la nouveauté, les services publics nationaux et locaux. Et ça va cibler quelques domaines clés justement de la résilience. La gestion de l'eau, la gestion de l'assainissement, la gestion de l'énergie, la gestion du numérique lui-même. Et donc finalement, tous les acteurs que vous êtes, peut-être à part Stéphane, mais on va y venir, vous êtes tous potentiellement des entités critiques au regard de cette nouvelle législation européenne qui s'impose. Et donc, dans quelle mesure Orange, à la fois pour lui-même, mais ça, j'ai pas de doute, c'est un OIV Orange, donc, mais pour les autres aussi, quel service peut amener Orange dans cette période où il va falloir monter en puissance sur la cybersécurité pour toutes ces entités? C'est un effet de masse qu'il faut produire. Et donc, est-ce que là, Orange est finalement prêt à assumer aussi cette part d'activité économique dans ce sens-là? Oui. Ma réponse ne va pas vous étonner. Mais si on regarde le programme stratégique, le plan stratégique qui a été annoncé par Christelle Heidemann, notre patronne, la cybersécurité est au cœur du dispositif. On est en train de construire un leader européen avec Orange Cyberdéfense. Et Dieu sait que Orange Cyberdéfense a accompagné beaucoup de collectivités en crise ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années. Donc le dispositif et l'ambition et les investissements qui sont fléchés au niveau d'Orange et prioritairement sur la partie cybersécurité. Donc oui, je vous confirme qu'on se met... Et puis l'activité d'Orange fait qu'aujourd'hui,
on est un vrai tiers de confiance déjà. On achemine, vous le savez bien, un certain nombre de vos données en toute confiance. Quand vous passez un appel sur le réseau d'Orange, quand vous avez une box Orange, etc., vous êtes confiant sur sa capacité à transférer la donnée dans des bonnes conditions, avec une sécurité majeure. Jamais quelqu'un se dit « Ah ben non, mais est-ce que je fais confiance à Orange pour acheminer l'ensemble de mes données, etc. » Donc on se doit, nous, y compris dans la résilience des réseaux, y compris à l'approche des JO, vous imaginez bien ce qui pèse sur nos épaules. Donc on est très très attentif et ça va nous permettre de passer un cap, de faire un bond terrible, parce que ce défi, il est majeur pour nous. Et donc c'est l'ensemble de nos clients et l'ensemble de nos partenaires qui vont en bénéficier, bien évidemment. Alors c'est une information que l'ANSSI donne depuis quelques jours. Ils estiment à peu près environ à 12 000 entités critiques en France. Il va falloir couvrir donc en matière de cybersécurité ces 12 000 entités critiques, ce qui n'est pas évidemment neutre, hein, mais ça veut dire que le département de la Loire en fait partie, la collectivité de Corse en fait partie, et vous aussi vous en faites partie. Hein. Il n'y a pas qu'Orange en réalité, et vous faites partie de ces 10-12 000 structures qui allaient devoir finalement assumer cette responsabilité aussi de cybersécurité pour soi et pour les services publics que l'on délivre évidemment aux citoyens. Et donc je pense que c'est un élément de résilience effectivement que la Loire a mis en avant ce matin, mais qui est vraiment général et collectif. Stéphane, tu es évidemment un observateur et même un proposeur de solutions, mais un observateur très pointu du domaine numérique en France. Pas que des collectivités territoriales, de l'État, des acteurs privés aussi. Enfin, tu as une vision quand même globalement très très large de ce regard. Si on fait un focus sur la résilience, à la fois dans le territoire national, mais aussi sur la Corse, que tu connais aussi relativement bien, voilà, quelles sont les grandes orientations qui sont les points clés peut-être sur lesquels il faut essayer de passer pour essayer d'améliorer cette résilience. Bonjour à tous, merci Jean-Luc. Et puis d'abord dire un tout petit mot sur la question de la résilience et puis Infranum, dont j'ai la chance d'être vice-président, puisque nous réalisons avec la Banque des Territoires une étude actuellement, et j'invite tous le 4 juillet prochain, puisque nous allons remettre un rapport. Il y a mon président et mon DG qui sont ici présents, qui seront heureux de vous accueillir à Paris quand on va présenter ce rapport sur la résilience. Alors c'est une pierre à l'édifice, hein, puisque comme tu l'as dit, on est acteur et en même temps observateur, et à travers cette filière, moi avec ma casquette Tactis aussi, en tant que cabinet d'ingénierie de conseil. Alors, peut-être déjà pour commencer un petit clin d'œil, on a un titre de table ronde qui est la résilience au service des territoires et de l'intelligence collective. Moi je l'aurais appelé, j'aurais proposé l'intelligence collective au service de la résilience des territoires, par exemple. Bon. Et effectivement, on peut se poser la question de savoir comment on aboutit à cette résilience. Et pourquoi cette résilience aujourd'hui est un sujet. Alors, comme on a peu de temps, on va essayer d'être efficace. Et la résilience, c'est quelque chose qui est d'autant plus importante que la cyberdépendance de notre société augmente. Et elle est exponentiellement cyberdépendante. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus traiter le risque, comme on dit dans le jargon du management, enfin du risk management, on ne peut pas traiter l'incidence de l'événement de la même manière en 1980, en 2000 et en 2020 ou 2030. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'incidence d'un événement majeur numérique, c'est quelque chose qui a un tel impact potentiel sur notre vie quotidienne, sur le fonctionnement des services publics, sur le fonctionnement des entreprises, sur la vie des personnes et la protection des biens, qui est tellement aujourd'hui imprégnée, cette dimension cyber est tellement imprégnée dans toute la société que, évidemment, ça devient un sujet majeur. Et je dirais que ça devient un sujet majeur et tellement important, probablement qu'il ne peut pas relever que de notre seul, nous, experts du secteur,
responsabilité, y compris l'ANSSI. Et je pense que probablement au moment où on parle, nos autorités ne se sont pas appropriées, peut-être d'ailleurs, cette question à la bonne échelle. Voilà. Je ne sais pas si je réponds un peu à ta question sur une première approche globale, mais je pense, et je suis heureux qu'ici il y ait des élus, des représentants aussi de territoires, il y a très certainement un manque, comme peut-être dans d'autres domaines, de perception du risque. Et le risque, en général, c'est quoi? C'est la combinaison entre une probabilité et une conséquence, qu'on appelle une incidence. Et une probabilité, Dieu merci, ça reste faible. C'est comme un crash d'avion, ça arrive rarement. Mais quand ça se produit, ça passe à la télévision en boucle pendant 24 heures, voire beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup de morts. L'incidence est violente. Bon. Quand on a une cyberattaque, aujourd'hui, on va dire qu'à une époque, on en parlait immédiatement dès qu'il y a une cyberattaque, mais il y en a tellement. Donc la probabilité d'une cyberattaque c'est quasiment quotidien. S'il n'y a pas de cyberattaque, c'est pas normal. Vous citiez un nombre de cyberattaques, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est plus de 300 et quelques mille. C'est qu'on est à plus d'un millier par jour, d'accord, pour le département de la Loire. Donc c'est juste pour resituer de quoi nous parlons. Il y a quelques années, le gouvernement américain publiait chaque mois les statistiques de cyberattaques. Et en 2012, soudainement, ils ont arrêté de les publier, ces statistiques, parce que ça prenait une pente tellement verticale que ça devenait presque dangereux en soi de publier cette information. Donc aujourd'hui, on vit avec, au quotidien, ces risques. La question, c'est comment on réduit l'incidence de l'événement. Et là, je vais revenir à nos sujets d'infrastructure. En fait, on a une sorte d'injonction contradictoire qui, depuis plusieurs décennies, cohabite entre, d'un côté, la nécessité de la concurrence qui amène de l'innovation, qui amène de la compétitivité des prix. Je ne rappelle pas que la France est le pays le plus compétitif au niveau du tarif d'accès pour les usagers dans le domaine de la connectivité numérique. Et alors je passe comme si mon voisin de gauche me dit malheureusement ou pas, voilà, on pourra en débattre, c'est un autre débat, mais c'est clair que ça pose un problème. Ça pose un problème parce que ça veut dire qu'on a dans le même temps quelque chose qui devient essentiel et pour lequel la clé de lecture depuis plusieurs décennies, c'est la compétitivité. Et donc en fait, on a monté toute une infrastructure financée sur des modèles économiques dont la clé de lecture number one, c'est le prix. Et quand même l'innovation, pas l'oublier. La concurrence, c'est pas que le prix, c'est aussi l'innovation. On est passé de la télématique du Minitel à l'Internet et au web. Donc il y a aussi cette dimension qui est très positive. Mais ça veut dire comment on peut avoir le meilleur des deux mondes. Et ça, c'est un vrai sujet dans l'avenir. C'est comment on garde cette compétitivité nécessaire, cette ouverture absolument vitale au monde, à la technologie, à l'innovation technologique, et en même temps, cette capacité d'investir suffisamment dans des infrastructures essentielles. Tu parlais des chiffres de l'ANSSI tout à l'heure, 12 000 entités déclarées par l'ANSSI comme vitales, on va dire. Effectivement, on peut s'interroger sur la place qui a été donnée à ces sites, qui aujourd'hui d'ailleurs ne sont pas identifiés au passage, c'est-à-dire que les territoires ne les ont pas, ces 12 000 sites. Il n'y a pas une liste qui a été diffusée par l'ANSSI, par mail, piraté au passage, pour dire où se situent les adresses des 12 000 sites sensibles. Ça, c'est tout le paradoxe de la cybersécurité aussi, c'est que faut pas le dire. Donc, il ne faut pas le dire. Donc, comment on partage l'information ? Petite parenthèse. Bon. Donc, ça serait bien que l'État partage un peu plus avec les territoires certaines informations. Ça permettrait de revenir à mon propos tout à l'heure sur l'intelligence collective, au service de la résilience. D'accord ? Donc, déjà, la première chose, c'est comment l'État travaille avec les territoires, la main dans la main, de façon très étroite, sur ce caractère préventif. Et derrière, nous, quand on construit des réseaux, évidemment, je ne reviens pas sur mon propos liminaire, on a cherché à construire des réseaux. Vous savez, certains ici me connaissent, moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Donc, quand je parle, je dis les choses telles que je les pense. On a quand même construit des réseaux
à minima. C'est-à-dire, en gros, les réseaux d'infrastructures sont d'abord faits pour pouvoir coûter le moins cher possible. Ce n'est pas pour durer le plus longtemps possible et ce n'est pas pour résister le plus au choc. D'accord ? Fermons la parenthèse. Donc ça veut dire qu'on n'a certainement pas construit les réseaux de sorte que le maillage permette, en cas d'incendie, d'inondation, de chute d'arbres, d'avoir des routes maillées secondaires qui permettent de s'assurer que tel hôpital, tel centre d'incendie de secours, telle gendarmerie, telle mairie ou telle entreprise stratégique a des routes multiples qui garantissent une continuité de service. Autre exemple, est-ce qu'on a regardé si, en cas de panne d'électricité dans un secteur, si les réseaux fibres tombent en même temps que les réseaux mobiles? Double peine, la loi de Murphy. Donc, typiquement, les sujets sur lesquels on doit travailler collectivement, et c'est là où je reviens sur l'intelligence collective, c'est cela. Puisque nous devenons cyberdépendants de façon exponentielle, nous devons nous unir pour pouvoir identifier effectivement ces fameux points sensibles, ces points de fragilité, ces points de vulnérabilité, ce que je proposerais d'appeler effectivement ces points de vulnérabilité, et puis ensuite d'analyser l'architecture des infrastructures de manière globale et pas de manière segmentée, et se dire quels sont les maillons, et effectivement, plutôt que de partir sur des principes très globaux qui finalement ne servent à rien, si ce n'est que finalement faire peur, comment on arrive à cibler les frappes pour que ce soit efficace. C'est-à-dire d'aller taper là où, en faisant une hiérarchie inverse, du plus sensible au moins sensible, en cas de coupure de courant, en cas d'inondation, en cas de chute d'arbres, etc., etc., nous avons une continuité de service qui s'opère. Je crois que, par exemple, aussi, ce qui est intéressant, c'est de comprendre, ce n'est pas que de la technologie, c'est de l'humain. Hier, on en parlait avec Cyril, je crois que tu disais qu'en Corse, vous avez pas un pylône à plus de 2 heures d'une équipe technique. C'est-à-dire que... Voilà, je fais ta pub. Bon. Donc, lui et d'autres réfléchissent aussi comme ça. Et je pense que ça veut dire qu'il faut avoir cette capacité de vision globale. Est-ce que demain, si j'ai un hôpital qui tombe en connexion, combien de temps cet hôpital va rester sans connexion? Je ne sais pas. Est-ce inquiétant? Voilà. Et ça, je pense que ces questions-là, on ne peut pas les ignorer, on doit les traiter dans des plans de résilience à l'échelle des territoires. Voilà, j'ai donné quelques exemples et je pense que quand on prend le cas insulaire, c'est encore plus vrai. Pourquoi? Parce que finalement, si on regarde la chaîne de valeur, ça va être quoi? Les réseaux longue distance, c'est les caps sous-marins. Un cap sous-marin, en gros, incidence d'un événement, ça peut arriver tous les 18, 24, 36 mois, un arrachage notamment par une ancre d'un câble, c'est la cause principale d'une panne sur un câble sous-marin. Eh bien, ça veut dire d'avoir plusieurs routes sous-marines pour pouvoir sécuriser l'approvisionnement en numérique du territoire. Ensuite, sur la route terrestre, eh bien, il se pose plusieurs questions sur effectivement la collecte des grands centres techniques. Et là, il y a le maillage de cette collecte qui doit être faite. Souvent, ce n'est pas le cas. Il y a une route principale, mais il y a rarement des routes secondaires. Et puis ensuite, plus on va aller loin dans le réseau, plus effectivement il faut combiner. Et c'est là où je disais, regardons par exemple si, quand il y a une panne de réseau mobile, est-ce qu'on a le réseau fixe qui va être incidemment coupé parce qu'il y a plein de points communs. Les réseaux, on partage beaucoup d'infrastructures pour pouvoir être mutualisés. Est-ce que cette mutualisation par endroit pose des problèmes? Est-ce que les réseaux électriques, on a fait aussi attention à ce que l'alimentation électrique de ces sites avec des backups sera suffisant. Et puis bien sûr, il y a ensuite l'échelon data. La CITEC en a parlé tout à l'heure. La CITEC a 2 data centers, si j'ai bien compris, un à Ajaccio, un à Bastia. Eh bien, on voit bien que d'avoir ces multiplicités de lieux d'hébergement de la donnée fondamentaux, comment sont-ils backupés, comment sont-ils, comme on dit dans le jargon, les PRA, enfin les plans de reprise d'activité, comment sont-ils dessinés, etc., etc. Donc c'est un tout. Et ce qui est important, je crois que, pour résumer, cette notion de collectif est fondamentale dans la résilience. Et on est devenu tellement cyberdépendant qu'on n'a pas le loisir de travailler de façon séparée. Voilà, j'essaye de conclure comme ça.
Merci Stéphane pour cette vision un petit peu large, à la fois nationale mais plus locale, là pour le coup, sur les nécessités d'une résilience territoriale à l'échelon d'une île qu'est la Corse, hein, bien sûr. Mais un des sujets qui a été évoqué par Cyril, qui n'est pas lié à l'enfouissement, mais qui est lié finalement à la fragilité des réseaux aériens, la nécessité d'élaguer. Mais c'est aussi un sujet infranum, puisque je crois savoir que dans l'étude infranum, vous avez bien identifié ce sujet de l'élagage. Et je crois savoir aussi qu'en Corse, c'est évidemment un sujet, puisque c'est beaucoup de montagnes, mais beaucoup de forêts aussi en Corse, qui font que le réseau aérien, lorsqu'il y a une tempête, devient très très fragile. Hein. C'est vrai pour la Corse, mais c'est vrai pour l'ensemble de la France globalement. La Loire également. Donc là, peut-être qu'il y a un enjeu. On a évoqué l'enjeu de la cybersécurité pour préparer le terrain. Quelles sont des propositions qui pourraient permettre d'améliorer l'élagage permanent pour préparer cette résilience finalement aux tempêtes qui viennent couper les réseaux, et pas que télécom, absolument, y compris d'énergie souvent, hein, Oui, tu as totalement raison. Alors, ce qu'on a fait, c'est que on avait une incompréhension entre les élus et Orange. Et tout le monde, moi j'entendais chez Orange, on disait 50% des incidents sont liés à des problématiques d'élagage. 50%. Mais pourquoi on ne le traite pas? Donc j'avais et donc les équipes au niveau du réseau me disaient mais c'est au maire de faire. Je dis attends, qu'est-ce que tu me racontes? Donc on s'est mis à discuter avec un certain nombre de maires en local, et puis avec notamment la MRF. Pourquoi la MRF? Parce que finalement, il y a un peu plus d'arbres sur les territoires ruraux, et c'est là où on intervient peut-être le moins rapidement, parce que quand il y a un incident, il y a moins finalement de personnes qui sont impactées, etc. On peut comprendre avec la densité, etc. Bon, donc on a discuté avec eux, et puis on s'est dit, mais en fait, on s'apercevait que le maire, son devoir de police, oui, c'est bien gentil, mais s'il n'a pas à la fois le vocable, s'il n'a pas la boîte à outils qui lui permet d'agir, bah, comment ça se passe? Bah non, ça ne se passe pas, tout simplement. Donc il avait pas d'interlocuteur Orange. Bah, donc ça ne pouvait pas fonctionner. Donc on a écrit à la fois ce que pouvait être une charte d'élagage, et avec des lettres qui peuvent être envoyées par le maire en expliquant pourquoi c'est important de faire ce genre de choses. Donc il a ces lettres-là, il a y compris des mails types, il a un interlocuteur Orange qui peut appeler quand il a une problématique particulière, et il a tous les arguments qui sont nécessaires, y compris des stickers, etc., qui peuvent lui permettre d'agir. Donc il est capable de voir quelqu'un en disant, mais écoute, tu sais que si jamais tu n'élagues pas, regarde, tu vois bien que ta branche, elle est sur le câble, et tu vois bien qu'elle pèse, et que si jamais ça coupe, eh bien c'est tout le village qui est coupé, et c'est ta responsabilité. Bah, c'est beaucoup plus simple quand on comprend ça et qu'on sait le dire de cette manière-là, pour que la personne ensuite obtempère, j'allais dire, ou s'exécute et fasse en sorte que l'élagage soit réalisé. Donc, et dans ces cas-là, s'il y a une opération au niveau d'un village, d'une commune, eh bien on vient pour déposer le réseau et le remonter ensuite. Donc c'est tout ça qu'on met en œuvre. On a signé cette charte donc avec la MRF. Ensuite, on l'a signée avec l'AMF. Avec David Lisnard et l'ANEM. Il y a des territoires de montagne, y compris en Corse, bien évidemment. Eh bien, l'ANEM nous demande là de la signer avec elle pour en faire. Voilà. Donc, on le fait d'une manière. C'est une boîte à outils, un kit qui permet d'être. On ne fait pas reposer sur le maire les choses. Ça vient du terrain, ça vient du bon sens, et on l'a construit ensemble. Eric et Séverine, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté sur ce sujet de l'élagage, qui est un sujet permanent de risque? En tout cas, pas l'élagage. C'est l'occasion peut-être d'aborder le sujet par rapport à cette nécessité d'intelligence collective.
nous nous sommes aperçus d'abord sur une opération qui n'avançait pas en Corse, qui était celle de l'adressage. À l'occasion du déploiement de la fibre, on était la région de France qui, en matière d'adressage, avait l'adressage le plus défaillant. Et en fait, se dire que la solution résidait dans la prise de responsabilité de chaque commune indépendamment, on s'est aperçu très vite que ça ne pouvait pas marcher. Donc la dynamique que nous avons engagée, Loïc l'a présentée hier, c'était une dynamique d'information, de sensibilisation et d'accompagnement. Et à travers cela, la collectivité de Corse a mis en place un programme d'accompagnement, de soutien à l'ensemble des maires qui a été lisible, accessible, diffusé à tous. Et on s'est aperçu qu'en l'espace d'un temps très très court, c'est-à-dire de l'ordre de 2 années, eh bien, de 6 communes qui avaient un adressage normalisé, on est passé à 120 communes avec un adressage normalisé. Et le processus est encore en évolution. Sur les lagages, le problème est le même. On ne pourra pas, chaque opérateur impliqué dans les lagages, que ce soit les maires, que ce soit aussi les opérateurs d'infrastructures routières, comme la collectivité de Corse, agir seul. Donc, sur les lagages, il faut qu'on entreprenne très vite un plan concerté au niveau territorial, un peu sur le même modèle que la démarche qu'on a entreprise, y compris en se reposant sur les chartes qui auront été signées, pour accompagner les collectivités et les opérateurs à un élagage raisonné. Aujourd'hui, à la collectivité, nous avons une équipe élagage dans les services techniques de la collectivité. Mais pour autant, son efficacité n'est pas optimale, disons-le comme ça. Pourquoi ? Parce que le fait de ne pas prendre en charge collectivement le sujet, finalement, nous met dans un corner qui, à chaque fois, nous rend le projet inaccessible aux acteurs, isolément. Donc, il faut, sur les lagages, qu'on mobilise l'ensemble des territoires, l'ensemble des maires, mais aussi l'ensemble des opérateurs pour trouver une solution qui soit accessible à tous et opérationnelle surtout. Séverine, peut-être dans la Loire, j'imagine que vous avez les mêmes problèmes. Ah oui, oui, tout à fait, on a les mêmes problèmes. Alors en plus, bon, le département, on gère les routes départementales, on a une grosse compétence sur les voiries départementales. Donc c'est une question, on est un intervenant pour élaguer justement sur nos propres routes. Et donc on s'est posé la question de comment... Alors on peut répondre par des solutions, mais qui peuvent répondre à plusieurs usages, en fait, plusieurs besoins. Parce qu'on a aussi la viabilisation hivernale, l'état des routes, etc. Donc, on s'est posé la question, comment on fait ? On a fait des expérimentations avec le ciel sur les routes connectées, par exemple, qui nous remontent des infos et le technicien n'est pas obligé d'aller sur place. Donc, on se pose la question de la vidéo, notamment. Pourquoi pas des drones ? Mais encore une fois, donc on pourrait remonter des infos qui pourraient servir autant pour identifier les points à élaguer assez rapidement, dangereux, mais aussi l'état de nos routes, c'est-à-dire qu'on pourrait croiser plusieurs données. Mais on n'est pas les seuls à être intéressés par ça, les opérateurs le sont aussi. Et effectivement, ce n'est pas une chose à laquelle on peut répondre réellement. Enfin, on peut faire, mais on peut faire chacun de son côté, et ce n'est pas intelligent de faire ça. Et donc, il faut vraiment qu'on se mette autour de la table avec les opérateurs. Nous, on a le délégataire chez nous, que ce soit le RIP 1 ou le RIP 2, c'est Action. Action envisage de mettre des caméras sur ces véhicules lorsqu'ils se déplacent, parce qu'ils circulent dans la Loire assez régulièrement. Ben voilà, est-ce qu'on va tous mettre des caméras sur nos véhicules ? Est-ce qu'on partage ces données sur un socle commun ? Donc ces questions-là, on se les pose, et ça fait partie des fiches actions de ce schéma, ce SDAN, parce que mine de rien, c'est de là que partent toutes les questions et les réponses qu'on doit apporter dans ces actions. Il y a l'intelligence collective, bien sûr, mais il y a aussi le coût que ça représente. Aujourd'hui, enfin, il y a l'histoire des réseaux, réseau cuivre, réseau électrique, où le coût de l'élagage était plus ou moins intégré selon les moments dans l'entretien de ces réseaux. Aujourd'hui, évidemment, probablement qu'il faut le repenser, ça. À la fois
cette intelligence collective, mais qui porte le coup et est-ce que le coup lui aussi peut être partagé comme l'intelligence, il n'y a pas de raison, ça peut faire partie aussi des solutions qui sont à mener. Alors là, je fais un petit appel du pied à Infranum parce que effectivement, peut-être pour conclure, l'enjeu de la de l'intelligence collective, ça va évidemment du côté des collectivités territoriales, mais aussi des entreprises, des acteurs privés du domaine, des opérateurs de détail comme les opérateurs délégataires. Et donc cet enjeu-là, il y a peut-être des scénarios à envisager dans ce domaine de l'élagage collectif, on va dire. Oui, enfin, on renvoie toujours à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire sur la compétitivité et la composante prix qui finalement parfois rémunère de manière insuffisante l'investissement et l'exploitation. Donc ça va nécessiter très probablement, au-delà des problèmes d'inflation qu'on vit tous en ce moment, des réajustements de prix. Alors la construction, il y a une grosse partie qui est derrière nous, mais il y a quand même des complétudes à faire et des maillages complémentaires qui vont engendrer des surcoûts dans la construction des réseaux et qu'il va falloir amortir et impacter dans le prix que paye l'opérateur au constructeur. Et puis ensuite, évidemment, l'opérateur, comment il répercute à l'abonné. Et puis dans le PEX, dans notre jargon, c'est dans les coûts d'exploitation, effectivement, on a sur le réseau téléphonique historique un certain nombre de coûts d'ouvrages, dont notamment les coûts d'élagage, en partie compris dans ce tarif. On va avoir probablement au moment de l'extinction du cuivre un vrai débat sur la façon dont les transferts de coûts d'exploitation et les rémunérations des prestataires qui s'en chargent viennent se répartir sur les opérateurs commerciaux et donc sur l'abonné. Pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, on est probablement sur un prix de détail qui est légèrement inférieur à ce qu'il devrait être pour pouvoir assurer une bonne résilience et pérennité d'une infrastructure devenue vitale. Donc soit on arrive collectivement à faire que ce prix s'oriente, non pas violemment, mais progressivement vers un juste prix, et je dirais, pour être, encore une fois, mettre les pieds dans le plat, la répartition de la valeur étant aussi un vrai sujet. C'est-à-dire que dans toute la chaîne de valeur aujourd'hui, on a souvent vu qu'il y avait des efforts qui étaient faits, par exemple, dans la production, qui n'étaient pas toujours impactés sur le prix de détail. Donc en fait, et je ne fais pas de similitude avec la grande distribution et les fabricants de produits comme on l'entend aujourd'hui, mais je pense qu'on a des points communs à ce secteur. C'est-à-dire qu'en fait, le coût de production ne reflète pas toujours le prix de détail, et quand il y a des efforts dans les coûts de construction, ils ne sont pas toujours rendus à l'usager final. Donc on a vraiment un sujet on est bien sur la chaîne de valeur, parce que c'est une infrastructure essentielle, et donc qui était sous monopole il y a 30-40 ans, donc on ne se posait pas les mêmes questions, c'était l'impôt plus l'abonnement qui payait. Aujourd'hui, c'est essentiellement l'abonnement, et un peu l'impôt. Voilà. Effectivement, ces coûts de production, les opérateurs privés le disent, ils sont importants et la valeur n'est pas suffisamment bien rémunérée. Et comme les collectivités font aussi de la production dans les zones rurales, on s'en aperçoit aussi, effectivement. Donc c'est un enjeu important. Mais c'est peut-être le moment, là, d'ouvrir les questions à la salle. Et n'hésitez pas, je vois des demandes, là, si on peut apporter un micro. Allez-y, monsieur. Présentez-vous. Oui, bonjour, Paul Jocaïtouk, donc je suis maire d'une petite commune de 77 habitants et conseiller territorial dans la majorité de M. Simeoni et président de la Commission des affaires européennes et internationales. Donc tout d'abord, vous remercier pour vos interventions et pour cette manifestation dont on a parlé. Donc résilience et intelligence collective, ce sont deux éléments qui sont déterminants pour les petites communes et pour le rural. Vous connaissez la Corse, 330 000 habitants, le Grand Ajaccio, Grand Bastia, deux communautés d'agglomération, 100 000 et 100 000, on va dire 200 000. Donc vous voyez ce qui reste dans les 356 autres communes, 58 autres communes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le numérique, pas qu'aujourd'hui, dans le premier projet de territoire du Tarv en 1976, avec la DATAR,
C'était les CIVOM et c'était la DATAR qui menait ces contrats de territoire. Il y avait, ça ne s'appelait pas le numérique à l'époque, mais l'informatique qui était comme élément premier. Et donc c'est déterminant pour les territoires ruraux. Donc si vous voulez, quand on parle de résilience, c'est la capacité qu'a un organisme ou une structure à résister à un séisme ou à un choc très violent. Et je vais prendre le dessin et le logo qu'avait pris l'an dernier les services de la collectivité, c'est l'arbre avec ses racines. Et pour que l'arbre continue à vivre, il faut qu'il ait des racines et un terreau important. Et encore, c'est Tiamouzou, c'est-à-dire c'est ce qui va permettre de renforcer cet arbre. Et c'est pour ça qu'il est important de rappeler ce que Mme Reynaud a très très bien illustré, c'est ce travail en synergie permanente entre les territoires, les communes, leurs intercommunalités ou leurs outils supra-intercommunaux comme les PETR. Et donc Eric, mon ami Eric a cité bien sûr le schéma. Alors il en a parlé au passé, mais le PETR existe toujours. Et ce schéma numérique, donc nous allons maintenant le développer, puisque nous l'avons fait au niveau des 46 communes. Et c'était pour nous, quand on a créé le PETR, le fil rouge de notre projet de territoire. Parce qu'il traverse les politiques, autant les politiques de la santé, puisqu'on avait, et on a toujours ce projet de valise numérique, etc., de diagnostic, etc. Il traverse, bien entendu, la problématique d'information et de gestion des risques sur ces territoires, risque inondation, risque incendie, notamment avec les casernes des SIS qui sont très importantes en milieu rural. Et donc, il traverse l'ensemble des politiques publiques. Et c'est pour cela que nous l'avions mis, que nous avions fait ce schéma, puisqu'aujourd'hui, nous avons décliné aussi le schéma climat, air, énergie. Mais ce que je voudrais parler aussi dans la résilience, c'est que c'est la résilience du service de la collectivité et de la MITIC. Parce qu'il y avait un service qui s'appelait la MITIC, qui a été mis en place par M. Ferrard et par M. Georges, qui était élu. Et la résilience des outils au moment des élections est importante. Et là, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu une équipe qui a tenu le cap, avec des choix politiques, mais qui a tenu le cap et qui s'est enrichi de nouveaux jeunes des universités. Et ça, c'est déterminant. Parce qu'il ne faut pas oublier, et je reviendrai à l'élagage, que nous sortons, et ce n'est pas le directeur général des services qui va me dire, nous sortons d'une fusion des deux départements. Et je tiens à dire que nous sommes en avance, comme vous l'avez dit, monsieur le directeur. Nous sommes en avance par rapport aux grandes régions qui ont fusionné, mais ce n'est pas encore le top. Et je voudrais revenir sur le service élagage, qui est un service volant qui est hyper efficace, mais qui n'est pas assez nombreux qu'on va étoffer, mené par Daniel Biondi, qui est un ancien de la DDE. Et il faut savoir aussi, et ça, il faut qu'on l'ait à l'esprit, dans la gradualité de la montée en puissance de ce que fait le président de l'exécutif avec une constance et une force qui est admirable, hein, et je ne fais pas de politique politicienne, c'est que l'administration la plus ancienne, qui avait le plus d'expérience, hein, la notion d'expérience, c'était l'administration départementale. Et dans ce service-là, vous avez M. Lallemand qui a intégré aussi cette équipe-là, et donc c'est un élément important. Et ça, je crois que tout doucement, graduellement, on va le retrouver dans l'ensemble des services et des politiques publiques de notre collectivité. Et la démocratie participative et la démocratie locale, à travers la Chambre des territoires, elle a besoin de cet outil qu'est le numérique pour pouvoir continuer, comme le fait l'Assemblée des territoires d'Occitanie, qui a été mise en place par mon ami Onesta et qui continue aujourd'hui à approvisionner en idées et en projets la région et Mme Delga. Donc voilà, aujourd'hui, on a cette stratégie-là. Et pour terminer, je vais vous prendre l'illustration d'un vécu. J'ai fait du développement, mon métier, c'est développeur. Développeur, notamment dans le milieu agricole et rural. Et la première action que nous avions menée sur la foire de Philitos, c'était dans les années 80, fin 90, début 2000, c'était le premier PAM mobile. Alors c'était un camion frigo, dedans il y avait 2 tablettes aménagées avec une grande antenne. Ensuite, on a fait, grâce à la stratégie de la mythique d'Éric Ferrard, on a fait un PAM en 2008 à Pétré, un point d'accès multimédia. Et aujourd'hui, donc, on a ce schéma numérique. Donc nous, pour conclure, si j'ai bien entendu le président de l'exécutif hier, qui souhaitait que soit délocalisé dans les territoires
cette manifestation. Nous, l'an prochain, le PETR Tarvo Ornano Valincus-Artenay se propose comme territoire pilote et comme territoire d'accueil de cette manifestation. Et je réitère ma demande de l'année dernière, c'est qu'une délégation des communautés de communes emmenée par la collectivité de Corse et l'ensemble des partenaires se rende à Ruralitique en septembre pour pouvoir préparer dans un an ce dispositif. Je vous remercie. Ben, ça, c'est fait. Voilà. Merci pour cette intervention pleine de perspectives et essentielle sur la gouvernance du territoire avec le numérique. Y a-t-il d'autres interventions ou questions Allez-y. Oui, merci. Je vous remercie donc pour la présentation qui vient d'être faite et puis surtout pour avoir éclairé de manière très limpide les questions qui sont relatives au réseau bas débit et basse consommation. Pourquoi on s'est posé la question? Il se trouve que pour des raisons de choix scientifiques et d'orientation scientifique faites à l'Université de Corse et au CNRS, on a pris une solution technologique de station météo qui était basée sur un protocole Sigfox et que peu de temps après, le choix auquel je n'ai pas souscrit, je tiens à le préciser de suite, peu de temps après, la société s'est retrouvée en insolvabilité. Donc on est venu visiter un certain nombre de prospectives, se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment et autrement, si les choses venaient d'arriver sur l'ORA, ce à quoi vous nous avez parfaitement bien répondu et je vous remercie. Donc deux questions connexes à ça. La première, c'est, je me tourne vers la CITEC. On a une masse de données importante qui remonte des stations, qui sont des stations agricoles, qui ne sont pas toutes adaptées aux situations où on les a mises, mais on en parlera en aparté. Est-ce qu'une transition Sigfox-LoRa est possible avec la CITEC et pourrait s'inscrire dans la présentation de la résilience et d'intelligence collective que vous venez de présenter? Est-ce qu'on peut envisager ça avec vous? Ce serait une première piste. Et la deuxième, pour le coup, c'est plus une suggestion qu'une question. On a des données, vous avez des données, vous avez déjà les idées assez avancées sur l'organisation d'entrepôts données, de data centers structurés à l'échelle du territoire. On a le sentiment que, un peu plus que le sentiment, on fait le constat que ranger des données sous forme de séries temporelles exploitables par la partie scientifique, ça va avoir une limitation et ça ne va pas répondre non plus à tout l'objectif de données ouvertes qu'on se pose. Je suis convaincu qu'il faut qu'on se voit, qu'on se rencontre pour structurer une démarche collective, pour la penser, pour y agréger des moyens, de sorte à ce que nous sortions de notre tour d'ivoire, je le dis avec affection, mais je sais aussi le prix que ça a, pour que les efforts et les investissements publics qui ont été faits dans le sens de ce que je décris soient mutualisables et exploitables par tous. C'est pas parce qu'on va réussir demain à écrire des programmes de deep learning qui vont permettre de prédire des événements extrêmes que les simulations météo France n'arrivent pas à prédire pour des raisons qui sont structurelles à la manière dont les simulations sont décrites, qu'on va avoir gagné la partie. Nous, on a trop l'habitude de produire des publications qui tombent dans un puissant fond et qui vont être lues par une dizaine de personnes dans le monde avec tout le prestige et qui va derrière et un impact sociétal qui est limité, ou bien d'écrire des brevets que jamais personne ne va utiliser avec un coût exorbitant pour l'exploitation. Donc la donnée est centrale, on en produit, elle a un usage scientifique, mais pas que. On a déjà des étudiants qui travaillent sur le fait de la valoriser autrement. Si on peut se voir pour en parler, je pense qu'on gagnera tous du temps et de l'argent. Merci beaucoup. Alors moi, je peux répondre déjà à la première partie, à savoir les réseaux LoRa. Donc, l'université est déjà pourvue d'un réseau LoRa qu'a déployé la CITEC assez récemment et est en train d'en déployer les usages. Le Crous également se sert de ce réseau et tout. Donc, basculer de Sigfox, si ça a été un choix qui a été fait à l'époque vers LoRa, je ne vois pas aucun inconvénient technique, ça marche. Voilà. Sachant que nous, notre savoir-faire, c'est de faire des solutions un peu sur mesure. Enfin, on a une certaine nombre de solutions sur étagère, mais on peut faire du sur-mesure. Et donc demain, vous serez complètement maître de ce que vous faites de vos capteurs, de vos données, chez vous, chez nous, au milieu de dashboard, de manière partagée, de manière hybride. On peut tout imaginer. Donc là-dessus, on peut se voir, il n'y a pas de problème. Et après, je vais passer la parole à Eric, mais sur la partie collaborative, centre de données, on a déjà initié un certain nombre de collaboration, je dirais. À Côte-Sade, on a travaillé sur LoRa avec l'université pendant plusieurs années. Le président Dominique Federici est sensibilisé à ce sujet. Et puis, encore récemment, on l'a fait. Donc, en effet, les partenariats, ils sont immenses. Dans la résilience, aujourd'hui, on n'a peut-être pas parlé aussi de la ressource humaine, l'ingénierie. Ça, c'est un problème central. Donc, si on veut être résilient, il faut qu'on ait les savoir-faire.
On parle beaucoup de métiers technologiques, donc ça sous-entend la formation et ça sous-entend bien évidemment l'implication de l'université qui doit être pour moi au cœur du système. Donc tous ces sujets-là, bien entendu, à discuter au sein d'une plateforme commune, bien évidemment. Oui, par rapport à ton propos, il faut voir aussi, en termes de résilience, les problèmes de changement climatique. Je prends les dynamiques individuelles par rapport à l'apport d'une dynamique collective greffée sur ces initiatives individuelles. L'université, aujourd'hui, a déployé, dans le cadre de travaux CNRS, une série de stations météo. D'un autre côté, nous, collectivités, quand il y a le passage à Vic-Savone, donc le col de Vic-Savone, il y a des petites caméras qui donnent à la personne qui va passer Vic-Savone la vision du col, si c'est enneigé, si ce n'est pas enneigé. Si on couplait ces initiatives au service d'une mesure plus informative de ce qui se passe à Vic-Savone, on pourrait très bien coupler la station météo du CNRS qui serait sur Vic-Savone avec l'information qui est donnée à travers la caméra pour faire quelque chose de cohérent. Et là où on commence à être incohérent, c'est si la collectivité pose à côté de la station CNRS une station météo parce qu'elle mène un projet à part. Donc aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est que toutes ces initiatives sont isolées et compartimentées et qu'on n'a pas la visibilité, par exemple, de toutes les stations météo disponibles en Corse et des données qu'elles produisent, sauf à aller sur certains sites spécialisés. Et donc, le recueil des données, invisible, l'identification et la géolocalisation des stations, invisible pour la plupart des gens, on n'a pas les moyens ensuite de converger vers un projet collectif. Et c'est là que ce type de manifestation a son sens, puisque là, on a des acteurs regroupés qui peuvent unir leur intelligence, leur savoir-faire, pour créer vraiment un dispositif résilient en Corse sur les données météo. Et c'est ça qu'il faut essayer de généraliser, parce que sinon, chacun d'entre nous, séparément, n'atteignera jamais la taille critique pour répondre aux enjeux de notre siècle. Alors, je pense qu'on va peut-être conclure cette table ronde. Et moi, pour cette conclusion, je retiendrai la remarque ping-pong que vient de faire, la réponse ping-pong que vient de faire Nicolas à l'université, c'est les ressources humaines. Effectivement, c'est un des grands enjeux. On a parlé d'élagage de la cybersécurité, mais ça veut dire, y compris en cybersécurité, il y a une pénurie d'experts de cybersécurité et d'accompagnants en cybersécurité. Donc l'enjeu, effectivement, de la formation des expertises est un enjeu essentiel. Et je fais un petit peu un appel du pied pour l'an prochain à Eric. Peut-être que ça pourrait être un thème, cet enjeu de la RH numérique, à faire produire dans un territoire. Le territoire lui-même doit aussi produire ses propres ressources en matière de résilience et féminine, bien entendu, ça va de soi. Voilà, c'est peut-être sur cette conclusion, en tout cas cette perspective, qu'il est intéressant peut-être de réfléchir pour l'an prochain. En tout cas, merci à tous pour et votre écoute et votre participation. Merci aux intervenants. Ce fut une table ronde excessivement riche. Merci à tous. Merci Jean-Luc, merci à toutes et à tous. C'était effectivement très intéressant. Voilà, on arrive à la fin, on est là pour conclure en fait